C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Radio Kalita. Et nous commencerons ce premier journal d'information par l'annonce de la rencontre déterminante de vendredi entre Steve Witkoff et le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Une rencontre qui se tiendra à Istanbul avec à l'ordre du jour la possibilité de conclure un accord entre les Américains et les Iraniens sur le programme nucléaire de Téhéran. Les pays médiateurs tels que le Qatar, l'Égypte et bien évidemment la Turquie œuvrent actuellement au succès de cette rencontre qui pourrait empêcher une offensive américaine contre le régime iranien. Hier soir, le président Trump a confirmé l'existence de ces négociations. Si nous pouvons parvenir avec les Iraniens à un accord, ce sera formidable. Sinon, il est probable que de mauvaises choses se produiront, a dit le président. Nous avons de très importantes forces en route, a également rappelé Donald Trump. Et cette rencontre est suivie de très près, même avec une certaine appréhension par les Israéliens. Côté israélien, on craint en effet que l'administration Trump ne se focalise sur la menace nucléaire et oublie dans le feu de l'action le dossier des missiles balistiques qui représente pour Israël une menace tout aussi importante que le nucléaire. C'est d'ailleurs ce que les Israéliens diront aujourd'hui à Steve Witkoff qui sera en Israël. Witkoff s'entretiendra avec le Premier ministre Netanyahou, avec le chef du Mossad Dedi Barnea et avec le chef d'état-major de Tzahal, le général Eyal Zamir, avant de se rendre à Abu Dhabi puis à Istanbul donc pour cette rencontre avec Araghchi. Les Israéliens détermineront avec Steve Witkoff aujourd'hui les lignes rouges à ne pas dépasser dans les négociations. Les experts israéliens considèrent que cette rencontre de vendredi ne réduit pas la probabilité d'une offensive américaine contre l'Iran. Selon eux, l'expérience a prouvé dans le passé que les Iraniens n'étaient pas prêts à satisfaire aux exigences américaines, même lorsque les Iraniens avaient le dos au mur. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est exprimé hier à la tribune de la Knesset sur les derniers développements diplomatiques sur l'axe Téhéran. Lors de cette allocution, le Premier ministre a lancé une mise en garde limpide aux dirigeants iraniens. Ceux qui ont l'intention de nous attaquer en paieront le prix lourd, a dit M. Netanyahou. Il a affirmé que les forces de sécurité israéliennes étaient en vigilance totale et qu'elles étaient prêtes à répondre à toute menace extérieure. Et puis sur le terrain, dans la bande de Gaza, la réouverture du poste de Rafah s'est déroulée dans le calme. Ce sont près de 150 Gazaouis qui ont quitté la bande de Gaza via ce poste hier. Il s'agit essentiellement de Palestiniens malades. 50 Palestiniens ont pénétré dans la bande de Gaza et se sont soumis à une fouille méticuleuse dans une base de l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza. Ceci étant, sur le terrain, Tzahal a éliminé 4 terroristes du Hamas qui s'étaient approchés dangereusement d'une unité de soldats israéliens de la brigade des réservistes Alexandroni dans le nord de la bande de Gaza. Il s'agit de soldats qui sont stationnés le long de la fameuse ligne jaune. Et puis, toujours sur le plan sécuritaire, mais cette fois plus dans la bande de Gaza, il y a eu hier soir une tentative d'attentat à la voiture piégée près de Jéricho. Cela s'est passé à proximité d'une base de Tzahal. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés et le terroriste a réussi à s'enfuir. Et puis un développement assez inattendu, 2 franco-israéliennes sont visées actuellement par des mandats d'amener pour complicité de génocide. Ces 2 femmes, nous les connaissons bien, puisqu'il s'agit de maître Nili Naouri Kupfer, la présidente d'Israelis Forever, et de Rachel Twitou, porte-parole du collectif Tzav Tesha. À l'origine de ces mandats d'amener publiés par la justice française, leur participation durant la guerre au blocage de camions d'aide humanitaire qui se dirigeaient vers la bande de Gaza. Il s'avère que les mandats d'amener ont été délivrés en juillet dernier, mais rendus publics uniquement hier soir. Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, a eu hier un entretien avec la présidente du Costa Rica. Gideon Sa'ar a rencontré Madame Laura Fernandez Delgado et l'a félicité pour sa récente victoire électorale. Au cours de la rencontre, il a été question d'un renforcement des relations diplomatiques entre les 2 pays. Et Gideon Sa'ar a invité la présidente à se rendre en visite officielle en Israël. Et puis, pour terminer ce premier journal d'information, on parle ce matin d'un risque de pénurie de lait en Israël. Et pour cause, les producteurs de lait israéliens ont l'intention de protester ainsi contre les mesures qu'entend prendre le ministre des Finances Bezalel Smotrich. Le ministre accuse les producteurs de lait de promouvoir la promotion de produits laitiers transformés qui sont pour eux plus rentables que les litres de lait simple dont le prix est sous le contrôle de l'État. Smotrich affirme que si les producteurs ne changent pas d'approche, il favorisera l'importation de lait de l'étranger à leur détriment. C'est la fin de ce premier journal d'information. Nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov.
Boker Tov, Daniel. Vous avez été, on va dire, au cœur d'une révélation importante, puisque vous avez révélé qu'un médecin de la bande de Gaza, qui est directeur d'un hôpital, il s'appelle Houssam Abou Safia, eh bien, est en fait un membre du Hamas, est affilié au Hamas, et qu'il a reçu, de manière assez inattendue, une distinction, puisqu'il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Lyon il y a de cela quelques semaines. Alors, vous allez nous raconter comment vous avez réussi à révéler, on va dire, ce lien qui lie le médecin au mouvement terroriste. Tout à fait. Donc, effectivement, il y a quelques semaines en arrière, la mairie de Lyon a décerné donc le titre de citoyen d'honneur à Houssam Abou Safia. C'est donc un pédiatre gazaoui qui est également donc le directeur de l'hôpital Kamal Adwan de Gaza. Et cette personne a donc été arrêtée par l'armée israélienne en fin 2024. Et depuis, il y a une grosse campagne internationale, donc que ça soit des ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch, des grands médias comme New York Times, Le Monde et autres, et bien sûr donc ce qu'on appelle les islamo-gauchistes au niveau politique, qui font donc une campagne tous ensemble pour essayer de le libérer, de le présenter donc comme un héros, comme un martyr, comme la victime donc d'une injustice. Et donc moi de mon côté j'ai fait une petite recherche. Immédiatement je suis tombé donc sur différents articles et différents posts d'influenceurs en Israël qui présentent Houssam Abou Safia comme un colonel. Et en fait, en grattant un petit peu, j'ai vu en fait que ce directeur d'hôpital, donc comme je vous disais, c'est le directeur de l'hôpital Kamal Adwan à Gaza. Kamal Adwan, c'est un hôpital qui est affilié donc aux services médicaux militaires de Gaza. Donc il y a une affiliation donc au Hamas, ou du moins une promiscuité très importante. Et effectivement, la question était de savoir est-ce que ce titre de colonel est simplement honorifique, qui serait dû donc à sa fonction de directeur d'hôpital, qui est aussi un hôpital militaire, donc. Ou alors c'est un vrai colonel. Et donc j'ai fait une petite recherche de mon côté, donc sur le compte Facebook de médicaux militaires de Gaza, et en grattant un petit peu pendant quelques heures, je suis tombé donc sur un post de 2016 où on voit donc il y a une photo de Houssam Abou Safia qui est donc en uniforme, avec donc le grade de colonel. Et il était donc un événement organisé par l'hôpital Kamal Adwan, puisque à l'époque, en 2007, il y avait donc eu une expansion de cet hôpital. Et lorsqu'il y a eu cette inauguration de ces travaux, alors les services médicaux militaires de Gaza sont venus et bien sûr ont fêté avec le personnel de l'hôpital Kamal Adwan cette inauguration. Et c'est là où on voit Houssam Abou Safia donc en uniforme. D'habitude on voit toujours en blouse blanche ou en blouse bleue de médecin, et là c'est la première fois qu'on le voyait aussi en uniforme donc de colonel. Colonel donc du Hamas. Je peux pas vous dire branche armée, non, ce n'est pas de la branche armée, mais lorsque vous travaillez pour les services médicaux militaires de la bande de Gaza, c'est que forcément vous êtes aussi en lien avec le ministère de l'Intérieur de Gaza, et donc c'est le Hamas, c'est l'apparatus sécuritaire, donc c'est pas rien. Encore une fois, lorsque le Hamas décide de nommer une personne pour être directeur d'un hôpital militaire, donc un hôpital militaire, c'est quoi? C'est un hôpital qui servira aussi lors des futurs, on va dire, combats ou des futures guerres avec Israël, de soigner les terroristes du Hamas, ou alors pour de cacher les responsables du Hamas, parce qu'on sait très bien que le Hamas essaye à chaque fois donc de cacher ces hauts commandants dans les hôpitaux pour essayer d'être sauvés. Alors, lorsque vous nommez cette personne comme directeur de cet hôpital, c'est qu'il y a une promiscuité très, 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 très importante, un lien de confiance très important entre le Hamas et le directeur de cet hôpital. Donc, encore une fois, c'est un colonel. On voit très bien ses grades. C'est un colonel donc de ce service médico-militaire.
Donc, est-ce que lui, il est Hamas dans son propre cœur, dans sa tête? Je peux pas vous le dire. Dans tous les cas, s'il était arrêté par l'armée israélienne en 2024 et qu'il est toujours, on va dire, en prison et interrogé, c'est qu'il a de l'information. Parce qu'encore une fois, on sait très bien, on l'a prouvé à Angel Monitor depuis le début de la guerre, les hôpitaux sont des centres nerveux de la branche armée du Hamas. Donc, il a des informations et c'est pour ça qu'il est encore, on va dire, détenu par Israël. Alors, quelle a été la réaction de votre révélation, on va dire par exemple, comment on a réagi lorsque on a appris cette information à la mairie de Lyon? Alors, il n'y a toujours pas de réponse, il n'y a toujours pas de commentaire de la mairie de Lyon. Par contre, c'est vrai que cette publication, étant donné qu'elle a été faite par le New York Post, ça a créé vraiment un buzz très important, vraiment un tsunami de réactions sur Twitter avec des millions et des millions de vues et de retweets. Donc, le message est passé. C'est très bien. Maintenant, encore une fois, il va falloir savoir si la mairie de Lyon réagit. Comment elle va réagir? Je doute qu'elle fasse un changement, qu'elle revienne en arrière parce qu'on se rapproche des élections aussi, donc municipales. Mais c'est pas que ça. C'est aussi Oussama Boussafia a écrit des tribunes dans le New York Times. Comment va réagir le New York Times à cette information? Ça, on ne sait pas encore. Donc, encore une fois, ce qui est dommage, c'est que même avec la preuve par appui on va dire, la plus révélateur, donc une photo d'un homme en uniforme, il y aura toujours des gens qui vont essayer de dire, mais non, mais c'est pas quelqu'un du Hamas, mais non, ces services ne sont pas affiliés au Hamas. Ils essaieront toujours, on va dire, de repousser ces accusations. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, ça témoigne donc d'un vrai manque de bonne volonté, de bonne foi. De tout cet écosystème qui commence par les ONG locales, internationales, les médias et les politiques, on va dire plus extrême gauche qu'autre chose. Mais vous pensez qu'il y avait une possibilité de mobiliser peut-être par exemple la communauté juive de Lyon, qui est assez importante, pour essayer de faire pression sur la mairie pour qu'elle revienne sur cette distinction? Alors ils le savent, bien sûr, ils le savent. Tous les dirigeants communautaires, vous savez, même le ministère des Affaires étrangères israélien, même le Kogat, l'armée israélienne a donc publié cet article du New York Times avec la photo de cet homme en uniforme. Tout le monde le sait, mais encore une fois, il y a des considérations aussi électorales, en particulier donc en France, à Lyon. Et quand on sait que le maire lyonnais, je crois que c'est quelqu'un qui appartient au Vert, il a aussi une idéologie, oui. Il a aussi des calculs donc électoraux, et je suis pas persuadé que même s'il y a une pression de la communauté juive ou des amis donc de la communauté juive et d'Israël, je ne suis pas persuadé qu'il reviendra sur sa décision. Bon, en tout cas, vous avez fait votre travail comme il se doit et vous avez révélé cette affaire qui est importante et c'est la preuve qu'il faut rester toujours vigilant. C'est ce que vous faites au sein de NGO Monitor. Merci beaucoup, Vincent Cheba, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation. À bientôt. Bientôt. C'est la chronique high-tech de Daniel Rouage, président d'honneur de la Chambre de commerce Israël-France. Bonjour Daniel, Boker Tov. Oui, bonjour Ilana. Et Chag Sameach, une bonne fête de tout Bishvat. Régalez-vous de bons fruits. En Israël, j'imagine que vous avez de très bons fruits. Alors ce matin, on va parler, Daniel, du groupe Renault. Malgré les vicissitudes de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, poursuit son aventure d'innovation en Israël. Oui, c'est quand même assez extraordinaire. Vous savez, il y a eu un accord Renault-Nissan-Mitsubishi qui a explosé en vol. Et je me suis toujours posé la question, mais que va faire Renault en Israël? Est-ce que le fameux laboratoire d'innovation va continuer sa route? Et en fait, il faut savoir que les oiseaux de malheur ont perdu. Renault a eu raison de lancer un projet formidable d'innovation en Israël avec le soutien déterminant des industriels et autorités israéliennes. Le Renault Innovation Lab de Tel Aviv est actif et il a été inauguré il y a 7 ans par Renault. J'ai eu l'occasion de le visiter avec une très belle délégation d'hommes d'affaires de Lyon et région, menée avec grand professionnalisme par la Chambre de commerce France-Israël de Lyon. Actuellement, le laboratoire d'innovation à Tel Aviv est dirigé par des anciens de l'ESCP Business School. Ils font partie de l'équipe dirigeante du Renault Lab. C'est Amos Choupa qui est le directeur et Emmanuel Narnias.
Business Development. Le Renault Group de Tel Aviv Innovation Lab est vraiment actif. Il se concentre sur les domaines clés tels que les capteurs pour la conduite automobile, la cybersécurité et les mégadonnées. Il collabore avec des startups israéliennes. Le laboratoire est basé à Tel Aviv. Il a l'ambition de faire progresser la mobilité de pointe en mettant l'accent sur les données et l'intelligence artificielle, les capteurs, véhicules électriques. Au quotidien, nous œuvrons à identifier et tester des technologies israéliennes susceptibles d'être intégrées aux futurs véhicules et services proposés par le groupe Renault à travers le monde. Le lab collabore avec l'écosystème d'innovation locale par le biais de projets de prototypage conjoint en s'appuyant sur une équipe locale d'innovation avec beaucoup d'ingénieurs, une collaboration véritablement étroite avec des experts, les services de recherche et développement et des instances décisionnelles du groupe. Vous savez, la guerre après le 7 octobre n'a strictement rien changé à l'évolution de ce laboratoire du groupe Renault Innovation à Tel Aviv. Le laboratoire est situé dans un parc absolument splendide, c'est le parc Atidim comme le futur Atidim à Tel Aviv. La superficie est de 1600 mètres carrés, c'est magnifique. Les startups arrivent, elles peuvent tester les technologies sur place avec des véhicules réels. De très nombreux patrons du groupe Renault ont visité ce laboratoire. C'est un véritable partenariat avec l'autorité israélienne de l'innovation. Il faut savoir que l'autorité israélienne de l'innovation ne fait rien à peu près. S'ils donnent des financements, c'est parce qu'il y a des projets qui sont extrêmement sérieux. Ils travaillent comme le groupe McKinsey afin d'investir dans des projets. Le laboratoire de Renault bénéficie de projets, de l'argent. La ville de Tel Aviv le supporte. L'objectif du Renault Open Lab est véritablement sur le long terme. Ce sont des innovations concrètes. Donc j'en ai relevé pour les auditeurs de Radio J quelques exemples. Renault a initié un partenariat avec IRP Israël, financé par l'autorité d'innovation. Renault a initié ce partenariat sur le contrôle du moteur électrique qui gère à la fois le moteur et la batterie. Ça a été utilisé pour la Twizy. Un autre projet, c'est Apollo Power. Renault a adopté des panneaux photovoltaïques sur le toit et le canot de la Zoé en collaboration avec la start-up israélienne Apollo Power. Également avec Upstream, c'est un projet tout à fait intéressant dans lequel, pour la première fois, le groupe Renault a investi également dans cette société pour protéger les véhicules connectés et tout ce qui tourne autour du cyber. Voilà des très très beaux exemples. Et juste pour terminer, un projet qui est tout à fait marrant, c'est Moodify. C'est un accord de licence exclusif avec l'Institut Weizmann pour commercialiser les recherches olfactives de l'université israélienne. Voilà, on voit un laboratoire qui travaille sur plusieurs domaines, un laboratoire d'excellence. Voilà, Renault réussit en Israël. Et il y a beaucoup d'innovations qui sont dans les voitures Renault. Et ça fait véritablement plaisir. Évidemment. Merci à vous pour ces bonnes nouvelles. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Radio Kalita. Les manchettes des grands quotidiens israéliens de ce matin se rapportent à la situation en Iran et aux pourparlers de plus en plus officiels entre Américains et Iraniens. Le Israël Hayom annonce en surtitre la rencontre prévue pour vendredi à Istanbul entre l'émissaire américain Steve Witkoff et le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi. Et en manchette, le journal titre « Chacun avec sa propre Iran ». En effet, le quotidien gratuit explique en sous-titre que les voisins arabes de l'Iran, tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, ne veulent pas d'une offensive américaine contre le régime des Mollahs parce qu'ils en craignent les retombées. Mais, et c'est le paradoxe, ces pays voudraient bien voir disparaître le régime iranien. Il est incontestable que leur double jeu a un impact sur les intérêts d'Israël. Voilà, c'est pourquoi, en page intérieure, le Israël Hayom révèle que Binyamin Netanyahou va présenter à Steve Witkoff, qui arrive aujourd'hui en Israël, les lignes rouges qu'il ne devra pas dépasser lors de sa rencontre vendredi avec le chef de la diplomatie iranienne. Et Meir Ben Shabbat, ancien conseiller à la sécurité nationale, consacre ce matin son analyse justement à cette rencontre déterminante.
Il explique qu'en Israël, on estime qu'en dépit de ces pourparlers entre Washington et Téhéran, la probabilité d'une attaque américaine n'a pas baissé. Si Trump reste ferme sur les positions qu'il a avancées, alors cela se terminera soit par une reddition des Iraniens, soit par une offensive militaire américaine en Iran. Pour Meir Ben Shabbat, face à ces deux scénarios, Israël doit faire montre de prudence, rester ferme en particulier sur le dossier des missiles balistiques, mais ne pas pousser à la confrontation. Le Maariv, lui aussi, consacre sa page d'ouverture au président américain et à sa volonté de négocier avec l'Iran. Selon le Maariv, Donald Trump devra exiger 2 points incontournables dans les prochains jours au cours des négociations, la fin du programme nucléaire iranien et le démantèlement des proxys iraniens qui favorisent la déstabilisation à travers le monde. Côté israélien, on laisse faire les pourparlers, mais l'on est persuadé que, comme par le passé, donc, les Iraniens n'accepteront pas les conditions posées par les Américains. Quant au Yediot Aharonot, son titre ce matin, son titre iranien en première page est particulièrement éloquent. Le Yediot parle des appréhensions israéliennes selon lesquelles le président Trump aurait tout simplement oublié la menace représentée par les missiles balistiques iraniens et se serait trop focalisé sur la menace du nucléaire. Le Yediot annonce aussi que Steve Witkoff arrive aujourd'hui en Israël et côté israélien, on est préoccupé par sa rencontre avec Arakchi qui pourrait se faire donc au détriment des intérêts israéliens. Quant à Tzachi Hanegbi, qui a été pendant près de 3 ans le conseiller à la sécurité nationale de Benyamin Netanyahou, il explique que dans la conjoncture actuelle, Israël n'a pas d'autre option que d'éliminer le danger du nucléaire iranien. Israël ne peut pas compter sur les fanatiques leaders du régime iranien qui ne décident pas de manière pragmatique, écrit Tzachi Hanegbi. Les éditorialistes du Israël Hayom complètent ces explications autour du dossier des négociations entre Américains et Iraniens. Ariel Kahana se focalise en particulier ce matin sur l'Arabie saoudite et il ne mâche pas ses mots. Au lieu d'effectuer des tentatives de rapprochement avec Israël, qui en juin dernier a affaibli son ennemi numéro 1, Mohammed Ibn Salman se rapproche d'Erdogan et du Qatar. Il ne cesse de multiplier les difficultés sur la voie d'une normalisation avec Israël. Il est même devenu le catalyseur des critiques envers l'État hébreu dans le monde arabe. En agissant de la sorte, écrit Ariel Kahana, le prince héritier saoudien est en train d'amplifier l'incitation anti-israélienne dans le système scolaire saoudien et dans les médias. Et Kahana suggère donc à l'Arabie saoudite et à son prince d'être du bon côté de l'histoire. Quant au docteur Shiri Fein Grossman, elle explique, elle, que les Saoudiens voudraient que le régime iranien tombe autour du dossier nucléaire, mais pas à cause de la protestation populaire dans les rues de Téhéran. Quant à Shahar Kleinman, il se penche plutôt ce matin sur les Émirats Arabes Unis. Et il nous explique que les Émirats ont adopté la voie de la neutralité dans ce dossier iranien. Les Émiratis savent pertinemment que l'Iran est plus affaibli que jamais. Ils n'ont rien contre une attaque américaine en Iran, mais ils redoutent par exemple que les Iraniens décident de fermer le détroit d'Ormuz, ce qui aurait pour eux de très sérieuses répercussions économiques en particulier. Les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur ce que l'on pourrait appeler l'anniversaire manqué de la Knesset. En effet, hier, le Parlement israélien a fêté son 77e anniversaire et le 60e anniversaire de l'inauguration de son actuel bâtiment, de sa résidence. Mais le cœur, il faut bien l'avouer, n'était pas à la fête. Le président de la Knesset, Amir Ohana, n'a pas voulu inviter le président de la Cour suprême, Yitzhak Hamid, parce qu'il ne reconnaît pas son titre. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a prétexté des obligations antérieures pour expliquer son absence et le parti bleu-blanc a boycotté la séance. Résultat, Benyamin Netanyahou s'est exprimé hier devant un parlement à moitié vide et il en a profité pour se lancer dans son discours dans une plaidoirie contre le système de justice israélien. Moran Azoulay, dans le Yediot Aharonot, croit savoir que le Premier ministre a fait ce choix de manière délibérée, d'abord pour des motifs électoraux et ensuite pour préparer l'opinion publique à des actes d'accusation que certains de ses proches pourrait recevoir dans les affaires en cours, comme par exemple le Qatargate, et ce, dans un proche avenir. Et puis le Yediot Aharonot consacre ce matin une partie de sa première page à un projet inattendu. Les études réalisées au cours des dernières années sont formelles. Il n'y a guère plus de 10% de jeunes de la périphérie en Israël qui sont admis au sein du prestigieux cours des pilotes de chasse de Tzahal. Alors, la mairie de Netivot et l'armée de l'air ont décidé d'initier un projet qui vise à modifier cette tendance. Comment ? Eh bien, en créant tout simplement dans la ville du Sud un centre aéronautique qui préparera les jeunes à s'enrôler dans l'armée de l'air. Et le Yediot Aharonot a choisi de titrer pour évoquer ce dossier
Netivot s'envole. Et puis nous terminerons ce matin cette revue de la presse israélienne par les premières pages des quotidiens qui font honneur au basketteur Dani Avdija. Il faut rappeler que le basketteur israélien a reçu l'insigne privilège d'être invité au All-Star de la NBA qui se tiendra, ce match se tiendra à Los Angeles le 15 février prochain. Il sera remplaçant dans l'équipe rassemblant les stars de l'Ouest des États-Unis. Et pour illustrer cet hommage, le Yediot Aharonot a choisi une photo en première page assez inattendue, une photo qui date d'une vingtaine d'années où l'on voit Dani Avdija, enfant, avec ses parents dans un stade de basketball. Cet enfant sera une All-Star, titre le Yediot Aharonot. Quant au Israël Hayom, il montre une photo plus conventionnelle de Dani Avdija avec le maillot de son équipe actuelle, Portland, et le journal titre un All-Star bleu et blanc. Et en sous-titre, le journal cite la star israélienne qui s'adresse aux Israéliens hier. Peuple d'Israël, vous êtes ma force et c'est un mérite pour moi de pouvoir ainsi représenter notre État. Bien sûr, on souhaite bonne chance à Dani Avdija. C'est la fin de cette revue de la presse. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Rachel Kahn. Rachel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous voulions faire le point sur l'audition que vous avez subie d'une certaine manière il y a quelques jours autour donc d'une plainte déposée par Sandrine Rousseau pour avoir parlé de votre part d'une solution finale avec le palestinisme. Pourquoi ? D'abord, expliquez-nous qu'est-ce qui est choquant dans cette formulation et pourquoi Sandrine Rousseau s'est offusquée ? Oui, alors bon, les faits, je rappelle juste les faits rapidement. C'était le fin août 2025 où je me suis exprimée. On me posait des questions sur la montée de l'antisémitisme en France. Donc je rappelais l'arbre tronçonné d'Ilan Halimi, je rappelais l'enfant de Courbevoie violé à l'âge de 12 ans. Bon voilà, je rappelais les attaques contre le rabbin Lemel, etc., etc. Et en fait, j'ai voulu reprendre les mots de Marceline Lerédan, oui. Qui elle déportée, rescapée de la Shoah et qui s'exprimait il y a quelques années sur le fait que en France finalement, avec la politique arabe de la France et avec ce qui se passait justement avec les questions entre guillemets d'antiracisme, on avait trouvé une solution finale acceptable aujourd'hui puisqu'on pointe du doigt et on met des cibles dans le dos des Juifs aujourd'hui, ce qui explique en fait cette montée de l'antisémitisme et plus que ça, du palestinisme en Europe. Et donc, le palestinisme qui a été souligné, travaillé par notamment Pierre-André Taguieff, par Georges Bensoussan, etc. Et donc je dis, voilà, c'est en fait aujourd'hui avec le palestinisme, on a une solution finale acceptable. Donc ma vidéo a été tout de suite manipulée, coupée. Et donc, en réalité, c'était pour vraiment, dans cette logique de faire passer les Juifs pour des génocidaires, dire que j'avais dit, en gros, quelque chose que j'avais même pas pensé ou même pas dit, en faisant une confusion entre le palestinisme et les Palestiniens. Donc, en fait, si vous voulez, Sandrine Rousseau, elle a fait un article 40, c'est-à-dire qu'en fait, elle a porté plainte contre moi, pour appel à la haine publique et elle s'en est servie comme un instrument de communication et justement dans la lignée parfaite du palestinisme qui est de vous calomnier, de vous mettre une cible dans le dos, de manipuler vos propos et de vous faire passer en tant que juif dans cette nazification-là pour un génocidaire. Alors voilà. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette audition ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de clarifier vos propos et d'expliquer à quel point cette accusation elle était mensongère ? Oui, alors déjà juste après l'article 40 de Sandrine Rousseau, il faut savoir aussi la violence médiatique que ça a pu être. Évidemment, la meute s'est emparée sur les réseaux sociaux de ces propos-là. C'est vraiment les idiots utiles parce qu'évidemment, s'ils ouvraient des bouquins, ils sauraient ce que c'est que le palestinisme. Et pire que ça, j'ai eu un article dans le journal, entre guillemets, l'Inhumanité, qui parlait de moi en disant Rachel Kahn déraille. Vous voyez, par rapport à mes origines. Voilà, bon. Donc, terrible. Ensuite, j'ai eu une audition pendant 4 heures et je vous avoue que en cette journée du 27 janvier
C'était juste le 27 janvier, effectivement, la journée de la libération du camp d'Auschwitz. Ouais. Donc évidemment, je pensais à ma famille et moi, me retrouver dans un commissariat en train de faire mes photos de face, de profil avec une ardoise et la prise d'empreinte, je vous assure que c'est choquant. Tout ça pour une personne, une députée de la République qui est censée nous protéger tous, qui connaît rien à l'histoire, qui connaît rien à ce qu'elle raconte. Avec le palestinisme, c'est même pas ce que c'est. Et surtout qui me cible, quoi. Et ces personnes sont dangereuses. En fait, elle fait la loi, mais elle instrumentalise la loi au nom d'une idéologie qui est morbide. Donc, je suis restée 4 heures. J'ai bien expliqué et franchement, heureusement qu'en France, on a des policiers qui travaillent bien, puisqu'on a pu vraiment détailler tout ce qu'est le palestinisme. Et par ailleurs, ils sont au courant de la réalité à la police. Ils sont au courant des faits, des exactions, et ils sont au courant de ceux qui prônent la paix et le droit international, qui sont les plus violents et qui nous mettent des cibles dans le dos. Alors, c'était un interrogatoire devant la police, c'est pas devant la justice, on va dire devant des juges, ou avec une présence de Sandrine Rousseau, n'est-ce pas ? Ah, pas du tout, mais elle a pas allé. Elle, en fait, c'est tranquille, elle fait faire par l'argent public des lettres à l'attention du procureur de la République. Toute cette bande-là, ils font des articles 40 aux personnalités. C'est les personnalités ensuite qui doivent répondre de leurs propos. Et eux, ils sont pas inquiétés. Là, c'est le temps de l'enquête. Donc, on verra si le magistrat, ce que fait le magistrat de cette enquête. Voilà. Vous avez un bon sentiment par rapport à la suite de la procédure ? Je crois en la justice et je crois en la police qui nous protège pour de vrai. Et vous voyez aujourd'hui à quel point notre police et nos magistrats sont heurtés aussi. C'est-à-dire que ce slogan « La police tue », en fait, c'est simplement pour désarmer ceux qui nous protègent. Mmh. Alors, ça fait partie, on va dire, d'une sorte de campagne, vous le dites vous-même, qui est orchestrée contre ceux qui s'expriment, qui expriment une forme de soutien quelconque à l'État d'Israël. Est-ce que ça s'est un peu calmé avec la fin de la guerre, avec le retour des otages, ou alors, au contraire, cette campagne, elle continue à exalter, on va dire, les passions des antisémites ? Non, ça s'est pas du tout arrêté. Au contraire, la guerre, qui est guerre ou pas, de toute façon, il reste très mobilisé, puisque la haine, c'est ce qui leur permet de vivre. Mmh. Ils n'ont pas la haine, ils n'existent plus. Donc la haine d'Israël, la haine du juif, la haine de l'Occident, la haine du monde libre, on le voit encore aujourd'hui, ce qui s'est passé avec l'Iran, les manifestations à Londres et à Berlin qui clament l'intifada, et qui d'ailleurs reprennent la charte du Hamas en disant en gros que la seule solution, c'est l'intifada. Et c'est ça le palestinisme. Et en fait, ils sont en plein dedans. C'est leur... Voilà, c'est le parti passionnément antisémite, comme dirait Raphaël Enthoven, et malheureusement, c'est dans l'ensemble de l'Europe. Et malheureusement, nous avons des élus qui ne font pas leur travail politique, qui n'ont que de la haine, en fait, à prôner et à insuffler. Ils tiennent la main aux frères musulmans. Vous savez qu'en France, ils n'ont même pas voté pour que les frères musulmans soient inscrits sur la liste terroriste. Toute cette les Verts, LFI, etc. Non, avec la fin de la guerre, ça change rien. Maintenant que l'antisémitisme et la haine du juif est banalisée, ils tiennent le cap. Et qu'est-ce qu'ils répondent quand on les confronte à leur incohérence par rapport justement, par exemple, de silence de ces protestataires professionnels face à ce qui se passe en Iran? Qu'est-ce qu'ils répondent? Alors, moi, j'avais un grand-père qui me disait toujours « Il n'y a rien à demander aux antisémites ». Oui. Et en fait, parce qu'on peut leur poser toutes les questions, on peut les confronter face au réel, ils sont dans une guerre contre le réel. Mmh. C'est une guerre contre la vérité. Donc, s'il s'agit de faire passer Israël pour génocidaire, pour apartheid, pour colonisation, c'est comme ça, quels que soient les faits. Et là, leur silence honteux, et qui montre, en fait, l'Iran nous montre encore plus à quel point les masques tombent. Ce sont des personnes haineuses et inhumaines, et malheureusement qui se sont infiltrées dans nos institutions. Mmh.
On le comprend avec beaucoup de déception, mais on n'est pas tout à fait surpris, il faut bien l'avouer, de ce silence éloquent de la part des on va dire des ennemis d'Israël. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous félicite, on vous encourage dans votre combat qui n'est pas facile tous les jours. On le voit à travers ce genre d'initiative de la part de députés français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt, Rachel. Au revoir. Israël. William Shakespeare doit se retourner dans sa tombe. À quelques mois d'intervalle, son génie semble être remis en question. Le monde littéraire a tout d'abord été bouleversé cet été par la publication d'une nouvelle étude dans le prestigieux journal Digital Scholarship in the Humanities, menée par 2 chercheurs israéliens qui suggèrent qu'une partie des œuvres de William Shakespeare n'aurait pas été écrite par lui-même. Au moins 15 des 39 pièces qui lui sont traditionnellement attribuées suscitent désormais de sérieux doutes, parmi lesquels Le Songe d'une nuit d'été et Antoine et Cléopâtre. Le professeur Volkovitch et la professeure Renata Avrus de l'Institut académique Braud à Carmiel ont développé un algorithme basé sur l'intelligence artificielle capable de détecter les imposteurs stylistiques baptisé Deep Imposter. Il fonctionne en comparant des centaines de textes signés par des écrivains dont l'identité est certaine, afin de créer des profils littéraires fiables. Ensuite, le logiciel peut les utiliser pour déterminer si un texte contesté ou anonyme a été écrit par l'un d'eux. L'un des points forts de cette méthode est qu'elle élimine les biais humains. Dans les débats historiques comme celui sur l'identité réelle de Shakespeare, les chercheurs se sont souvent laissés influencer par leurs opinions, théories ou arrière-plans culturels. Et puis tout récemment, un livre a relancé un des grands débats de l'histoire littéraire britannique. Selon l'autrice de The Real Shakespeare, Irene Cosslett, l'auteur des œuvres attribuées à William Shakespeare serait une femme juive, noire, d'origine nord-africaine, Emilia Bassano. Poétesse ayant vécu sous la dynastie des Tudors et proche de la cour royale, elle serait la véritable plume derrière les pièces et les sonnets qui ont fondé la légende shakespearienne, tandis que l'homme de Stratford, futur William Shakespeare, aurait servi de façade et récolté la reconnaissance publique. Cette dissimulation aurait été rendue possible par les normes culturelles de l'époque, profondément marquées par une vision masculine, blanche et chrétienne de la création intellectuelle. Les partisans de cette thèse rappellent que depuis des décennies, des chercheurs doutent de la capacité de William Shakespeare, fils d'un gantier sans formation universitaire, à produire une œuvre d'une telle richesse linguistique, juridique, historique et musicale. À l'inverse, Emilia Bassano aurait grandi dans la Venise cosmopolite du XVIe siècle, au carrefour des cultures chrétiennes, juives et musulmanes. D'ailleurs, saviez-vous qu'à la fin du XVe et sous Henri VIII, une petite communauté de juifs maranes ibériques vivait discrètement à Londres et Bristol, cachant leurs pratiques et accueillant les réfugiés d'Espagne et du Portugal. Bon, mais pour en revenir à la mystérieuse Emilia Bassano, son identité multiculturelle lui aurait permis d'intégrer dans ses écrits des influences multiples perceptibles dans les thèmes, les personnages et les références des pièces attribuées à Shakespeare. Pour Cosslett, l'effacement de Bassano relève de misogynie historique, mais aussi de racisme. Elle était à la fois juive et maure, et cette identité a été gommée par les historiens modernes. Alors, si jamais cette thèse était vérifiée, je me demande si on n'accuserait pas encore les Juifs d'être à l'origine d'une des questions les plus complexes de l'histoire. To be or not to be, that is the question.